Bonjour, bienvenue à la 11e séance de travail en autonomie du module Principes généraux du droit. Nous allons continuer et terminer aujourd'hui le chapitre 5, les sources du droit. Donc nous avions commencé à parler des sources écrites du droit, donc c'est l'essentiel du chapitre. On aura une toute petite partie sur les sources non écrites puisqu'on l'a déjà dit et redit. Le droit français, le système romano-germanique est basé sur le droit écrit. Donc on a commencé la hiérarchie des normes avec au sommet la Constitution, suivi des traités internationaux dont les traités européens, venant ensuite le droit communautaire dérivé, donc règlement, directive essentiellement. Et là donc on va continuer la hiérarchie, on va parler notamment des lois, mais également des décrets, des arrêtés, puis des autres sources du droit. Pour commencer donc, ce qu'on appelle les normes infra-constitutionnelles françaises, puisque le reste c'était du droit européen, qui viennent donc sous la Constitution. Donc premièrement, la loi. Alors il faut savoir qu'avant la Ve République, il y avait ce qu'on appelait le légicentrisme, c'est-à-dire que l'adage était ce que la loi a fait, seule la loi peut le défaire. La loi était au sommet de la hiérarchie des normes et tout est déréglé par la loi. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se retrouve avec une prolifération de textes de loi et l'inflation législative dont on a déjà parlé. Donc ça a évolué avec la Ve République. Il y a un encadrement désormais du domaine d'intervention de la loi. Donc elle est conditionnée. Elle a un domaine, un champ limité de matières sur lesquelles elle peut légiférer, et elle est également contestable, et notamment on l'a vu devant le Conseil constitutionnel, qui vérifie a priori, et qui surtout avec la QPC peut éventuellement l'abroger après sa mise en application. Le domaine réglementaire, par contre, quant à lui, donc décret arrêté, est illimité. C'est finalement, il a pris un peu la place. Avant, tout était fait par des lois, avec un processus d'élaboration long. Vous l'avez vu en cours d'INT, on ne le reverra pas. Mais voilà, c'est long et ça nécessite que les gens se mettent d'accord. Donc, ça a un peu cédé la place au domaine réglementaire, décret arrêté, qui lui a pris la place laissée par la loi. Et donc a été limité. Mais également, le domaine de la loi n'est plus réservé à la seule intervention du législateur, puisque le gouvernement peut proposer des lois, voire même le gouvernement peut légiférer par ordonnance, alors qui à force de loi, et qui, passé un certain délai, doit être ratifié par le Parlement pour conserver sa force de loi. Là aussi, je ne reviens pas sur ce qu'est une ordonnance et les conditions pour pouvoir en prendre. Mais voilà, il n'y a plus que le législateur qui peut créer des lois, il y a également le gouvernement. Donc, le domaine de la loi a été réduit et en plus, il a été étendu au nombre de personnes qui pouvaient le faire. Donc on ne dira pas grand chose de plus sur la loi. Les lois sont regroupées dans des codes par matière, comme on l'a déjà dit. Et donc c'est la loi qui est placée en haut de la hiérarchie des normes françaises, juste en dessous, du coup, la Constitution. Et donc on l'a dit aussi, elles doivent être conformes à la Constitution ou compatibles plutôt à la Constitution, puis qui vise à l'égalité des sujets de droit et le respect des libertés fondamentales. Donc les lois ne doivent pas être anticonstitutionnelles, sans quoi le Conseil constitutionnel est censé les abroger. Donc voilà pour ça, la loi est souvent en conflit à un niveau en tant que norme, plutôt avec des règles de droit européen ou international, rarement avec d'autres textes français, à part peut-être la coutume, on y reviendra un petit peu plus tard. En ce qui concerne le domaine réglementaire, donc essentiellement les décrets, les arrêtés, donc les décrets, sont les décisions prises par le président de la République ou le Premier ministre, les actes réglementaires plutôt que les décisions. Ils ont une forme particulière, ils doivent comporter un certain nombre de visas, il y a des formalités, de conditions de forme à respecter pour qu'ils soient valides. Ils ont une portée qui est différente selon qu'ils sont individuels ou réglementaires. Donc décret individuel, ça va être par exemple un décret de nomination d'un préfet, le préfet est nommé
à telle préfecture, c'est nominatif et donc c'est un décret individuel. À côté de ça, on a les décrets réglementaires qui vont porter plutôt sur une règle générale qui vont concerner un nombre indéterminé de personnes. Donc là, on est plus proche d'une règle de droit au sens strict. Donc un décret réglementaire en deux catégories, soit des décrets qu'on va appeler d'application, qui vont venir préciser la manière dont doit être appliquée telle ou telle loi, ou des décrets dits autonomes, qui donc vont être un texte de loi à part entière, et vont légiférer sur un domaine en totale autonomie à la place qu'aurait pu occuper par exemple une loi. Ces décrets sont hiérarchisés selon par quel organe ils sont validés. Alors on a en premier, tout en haut, les décrets qui sont délibérés en Conseil des ministres, qui doivent être signés par le président de la République. Par exemple, décret qui fixe les pouvoirs du préfet, quels sont les pouvoirs du préfet. On a ensuite les décrets qui émanent du Premier ministre et qui doivent être validés par le Conseil d'État. Par exemple, les barèmes, comme le RSA ou des choses comme ça, ou le SMIC. On a ensuite ce qu'on appelle les décrets simples, qui sont pris par le Premier ministre, mais qui ne nécessitent pas l'aval du Conseil d'État, donc c'est là qu'il y en a le plus. C'est les décrets les plus simples, c'est la façon la plus simple d'exercer le pouvoir réglementaire pour le Premier ministre, donc il en prend beaucoup. Ils sont ensuite publiés au journal officiel, et donc ils peuvent être déclarés nuls s'il n'y a pas eu respect des différentes procédures, par exemple l'aval du Conseil d'État. Viennent à côté les arrêtés. Donc les arrêtés sont des décisions prises par des autorités administratives subordonnées, donc les ministres par exemple, mais en tout cas on n'est plus pour le Premier ministre et le Président. Et donc on a là aussi une hiérarchie, donc les arrêtés tout d'abord ministériels, par exemple la nomination d'un enseignant dans une académie, c'est par le ministère de l'Éducation nationale. On a les arrêtés donc, préfectoraux, donc, qui sont pris par les préfets ou les recteurs d'académie. Donc par exemple, quel poste va occuper l'enseignant qui a été nommé par arrêté ministériel dans une académie, quel va être son poste spécifique. Et enfin les arrêtés municipaux, comme par exemple les arrêtés précisant les conditions de stationnement au sein des communes. Donc les décrets et les arrêtés, ils sont subordonnés à la loi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas aller à son encontre, donc on est bien dans le système de hiérarchie des normes, on est en dessous les lois. Et si jamais un particulier estime qu'il y a un décret ou un arrêté qui va à l'encontre d'une loi, il peut entamer ce qu'on appelle un recours pour excès de pouvoir, et donc devant un juge administratif, parce qu'on est en conflit entre un citoyen et une administration, et demander l'annulation de ce décret ou de cet arrêté. Sachant que si ce décret ou cet arrêté est annulé, il est annulé pour tous, pas uniquement pour le citoyen qui avait entamé ce recours. Dernière source écrite du droit, j'ai décidé, alors du coup cette séance sera un petit peu plus longue que prévu, j'ai décidé d'intégrer cette séance une petite initiation à la notion de contrat plutôt que d'en faire une séance à part entière. Et donc les contrats sont eux aussi une source de droit dans le sens où ils font naître des obligations pour les personnes qui les signent. Donc le contrat, c'est un accord de volonté entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Ça c'est la définition du Code civil. Il y a trois principes que nous allons un petit peu détailler, qui est pour les contrats: liberté contractuelle, force obligatoire du contrat et bonne foi. Donc, premier principe à la base des contrats, c'est donc la liberté contractuelle. La liberté contractuelle, c'est quoi? C'est premièrement la liberté de contracter ou de ne pas contracter. C'est-à-dire qu'on peut entamer des négociations, c'est pas pour autant qu'on sera poursuivi si on ne va pas au bout de ces négociations. On est libre jusqu'au bout, alors il y a quelques exceptions, mais de contracter ou pas. Deuxième principe, on est libre de choisir son contractant. Alors il y a des exceptions, notamment le droit de préemption de certaines communes sur des terrains par exemple, exception aussi de certains dispositifs de lutte contre les discriminations, mais sur le principe, on est libre de choisir son contractant. Et on est libre également de déterminer le contenu et la forme du contrat. Alors ça c'est le principe, pour le coup celui-là il a beaucoup de limites pour essayer de respecter une certaine égalité entre les contractants.
Si on prend Leclerc contre un petit agriculteur, on n'a pas tout à fait le même pouvoir de négociation. Donc on pose des limites à la liberté contractuelle pour éviter de trop déséquilibrer les parties au contrat. Mais sur le principe, à part les limites, on peut mettre, à partir du moment où ce n'est pas illégal, les clauses qu'on souhaite sur le contrat et lui accorder la forme qu'on veut. Donc on l'a vu lors de séances précédentes, l'importance d'avoir une preuve écrite. On a vu aussi qu'en matière commerciale, parfois, la plupart des contrats se faisaient oralement. Donc voilà, là, on a une certaine ambiguïté par rapport à ça. Il y a des limites à la liberté contractuelle, outre celles qu'on a déjà vues, donc qu'on a déjà citées, mais pour le coup on a déjà cité également la limite légale. Un contrat ne peut pas aller à l'encontre de ce qui est dicté par la loi, et notamment un contrat de travail peut être plus favorable que la loi, mais certainement pas moins. Et un contrat doit respecter ce qu'on appelle l'ordre public, c'est-à-dire un état social idéal caractérisé par le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique, mais également la moralité publique et la dignité de la personne humaine. C'est une notion qui apparaît beaucoup dans le nouveau droit des contrats qui est issu de la réforme de 2016. On le retrouve beaucoup dans beaucoup de clauses, dans beaucoup d'articles. Et l'idée c'est que chacun, en son âme et conscience, rédige un contrat pour respecter les bonnes mœurs et garder à l'esprit cette notion d'état idéal qui est un état où règne l'ordre public. Deuxième principe, c'est la force obligatoire du contrat. Donc c'est ce qui nous intéresse le plus dans l'objet du cours qui est le nôtre, c'est les sources du droit. Le contrat, à partir du moment où il est signé en toute légalité par les parties, a une force obligatoire. Donc c'est l'article 1103 du Code civil. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. C'est-à-dire qu'il s'impose à partir du moment où les conditions de validité sont remplies, où il a été signé, il s'impose aux parties. Alors, on ne reviendra pas sur les conditions de validité, mais notamment la capacité des parties, le fait qu'il n'y ait pas eu erreur, dol ou violence pour forcer la personne à contracter, qu'il n'y ait pas eu tromperie sur le contrat. Voilà. Ce qu'on appelle les vices de consentement. On ne reviendra pas dessus parce que ça ferait beaucoup de contenu sur cette séance, mais sachez, gardez à l'esprit qu'il y a des conditions de validité qui font qu'un contrat est reconnu comme ayant force de loi. Et dernière caractéristique, dernier principe à la base de tout contrat dans la réforme, ça n'existait pas avant cette notion-là, comme ça. Article 1104, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui aurait connaissance, une des parties au contrat qui aurait connaissance d'un élément qui serait susceptible de faire changer d'avis l'autre personne, l'autre contractant, doit l'en informer. Doit transmettre toutes les informations dont elle dispose sur le bien qui est à vendre ou sur l'objet du contrat et ne pas camoufler des informations et faire preuve de bonne foi. Alors, ils ont rajouté dans l'article, cette disposition est d'ordre public, ça veut dire quoi? Alors, sans rentrer dans les détails de la construction de la réforme, ça veut dire qu'un contrat ne peut pas l'écarter, cette proposition. Le contrat ne peut pas dire ce contrat n'a pas été formé et exécuté de bonne foi. On ne peut pas l'écarter en mettant autre chose à la place, en mettant que les parties renoncent à avoir connaissance de certains éléments. On ne peut pas l'écarter par une autre clause. Donc c'est là-dessus que se termine la partie sur les sources écrites du droit, donc voilà, qui était un gros pavé, puisque droit français essentiellement écrit, et on va attaquer la toute dernière sous-partie qu'on va voir, on va voir rapidement les principales sources non écrites du droit en France. Alors, la première, qu'on appelle coutume ou usage de droit, donc c'est une règle de droit qui se dégage lentement et spontanément des faits et pratiques habituellement suivis dans un milieu social donné et qui devient obligatoire indépendamment de toute intervention du législateur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a pas d'intervention du législateur, c'est les personnes qui considèrent elles-mêmes, parce qu'elles ont toujours fait comme ça, que la façon dont elles traitent un marché ou dont elles
respecte certaines coutumes, justement, hein, est une obligation, est légale, fait partie de règles qui sont suivies normalement, et elles estiment qu'elles suivent la loi en faisant ça, en tout cas les règles de droit. Parce que la tradition historique fait que ça fait longtemps que ça existe et elles sont persuadées d'être dans leur bon droit. Donc en fait, on a deux éléments qui vont constituer une coutume. On a premièrement l'élément matériel, donc ça c'est le fait que ce soit une répétition durable dans le temps, d'un usage, qui soit appliqué par toutes les personnes d'une profession par exemple, ou d'une région, pourquoi pas. Hein, donc c'est vraiment le côté répétitif. C'est le fameux adage, une fois n'est pas coutume. Hein. Donc on peut citer par exemple sur certains villages français où il y a toujours eu des courses de taureaux, que c'est considéré comme une coutume et ce n'est pas contraire à la loi. Certains villages ont voulu mettre en place ce genre de manifestation nouvellement, parce que c'était à la mode ou pour X ou Y raison. Ça a été considéré comme illégal, parce qu'il n'y a pas l'élément matériel d'une répétition durable depuis toujours de cette coutume. L'autre élément qui constitue la coutume, c'est l'élément psychologique. C'est-à-dire que les gens doivent être convaincus d'être dans leur bon droit en respectant cette coutume. Donc, sur les actes de commerce, par exemple, entre commerçants, il est l'usage de... c'est top là, pour conclure un marché, on ne fait pas d'écrit. Et les commerçants sont persuadés que la loi est faite comme ça, qu'il n'y a pas de nécessité d'écrit pour des actes de commerce. Qu'ils en sont convaincus. Donc ça, c'est l'élément psychologique. Pour qu'un juge reconnaisse une coutume, il faut que ces deux éléments soient réunis. Une répétition durable dans le temps et l'élément psychologique que les personnes qui suivent cette coutume sont persuadées d'être dans leur bon droit. Alors, il y a plusieurs sortes de coutumes et leur place par rapport à la loi n'est pas tout à fait la même. Nous avons premièrement la coutume qu'on appelle secundum legem, c'est-à-dire qui seconde ou qui accompagne la loi. Donc là on va avoir une loi qui va renvoyer à la coutume et on n'a pas d'incompatibilité. L'exemple le plus parlant, enfin qui est le plus utilisé pour le coup dans les juridictions, c'est la coutume relative à la hauteur des clôtures. Alors, je vous lis l'article du Code civil. Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers habituellement existants ou par des usages constants et reconnus. Donc ça veut dire que soit il y a des arrêtés municipaux par exemple qui fixent les distances ou les hauteurs, soit on applique les usages et les coutumes locales qui sont depuis toujours appliquées. Tout le monde a toujours taillé sa haie dans ce hameau à 2 mètres. Et tout le monde considère qu'une haie se taille à 2 mètres et se plante à telle distance de la clôture. Donc ça en amphi, on verra un exemple, on étudiera un exemple par rapport à ça. Une coutume et une loi qui sont contradictoires. Autre exemple, je vous parlais plus ou moins tout à l'heure, il y a des sanctions pénales qui répriment les actes de cruauté envers les animaux. C'est illégal. Elles ne sont pas applicables aux courses de taureaux et combats de coqs on peut prouver qu'il y a une tradition locale ininterrompue. Du coup, on considère que c'est une coutume. À côté de ça, on a la coutume prater legem, qui est à côté de la loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi pour légiférer sur tel ou tel sujet. Donc, à défaut, on va utiliser une coutume éventuellement existante. Alors, par exemple, l'utilisation par la femme mariée du nom de son mari. C'est une coutume. La loi ne précise rien. En fait, elle a le choix, mais souvent la coutume fait qu'elle utilise le nom de son mari. Le fait que les actes notariés soient tournés dans un vieux français. Alors, je ne sais pas si vos parents ont déjà eu à rédiger un acte de caution. C'est des tournures un petit peu anciennes et c'est une coutume. La loi n'oblige absolument pas à faire ça. Et enfin, la coutume contra legem, qui va à l'encontre de la loi. Alors, un exemple qui va peut-être vous parler, c'est pas parce qu'on ne poursuit pas en justice les personnes qui fument du cannabis, qui consomment, que cette pratique est licite. D'accord ? C'est pas... La coutume veut qu'on ne les poursuive pas, c'est pas pour autant que c'est les encourage ou que cette pratique est licite.
Donc en fait, la loi ne peut pas être abrogée par désuétude, parce qu'elle n'est pas utilisée. Donc, c'est pas parce qu'on poursuit pas les gens que ça va venir abroger la loi qui dit que consommer du cannabis c'est illégal. Simplement, elle continue d'exister et elle n'est pas tellement utilisée. Par contre, une loi va pouvoir venir explicitement abroger une coutume. Par exemple, si on reprend l'exemple de tout à l'heure, on peut très bien une loi qui dit, d'ailleurs ça s'est fait pour les noms de famille des enfants, jusqu'à il y a encore quelques années, les enfants par coutume prenaient le nom de leur père. Désormais il y a une loi qui dit c'est soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les deux accolés, et du coup après si on a deux et deux, on n'en garde que deux, enfin voilà. Il y a une loi qui est venue abroger une coutume. L'inverse n'est pas vrai. Une coutume ne peut pas venir abroger une loi, bien entendu. Donc, dans la pratique, on a des coutumes qui sont tolérées et malgré tout, la loi n'est pas remplacée parce qu'il n'y a pas lieu de le faire non plus forcément particulièrement. Donc, c'est une source secondaire du droit, la coutume, et donc non écrite, donc en France, pour le coup, forcément secondaire, mais elle est très présente dans certains secteurs, notamment entre commerçants, parce qu'ils considèrent que ça répond mieux aux besoins de la société. Et d'ailleurs, la réforme du droit des contrats en a un petit peu tenu compte. Bon. La jurisprudence, donc deuxième et non des moindres sources non écrites du droit, donc on en a déjà pas mal parlé, la jurisprudence, je vous ai remis la définition. Ensemble des décisions de justice d'où se dégage une règle de droit constamment suivie par le juge dans le passé, ou à laquelle il se tiendra probablement à l'avenir. Donc l'idée c'est qu'à chaque décision de justice, le juge décide d'appliquer une loi de telle ou telle manière. Donc il interprète en fait finalement la loi, voire même parfois il y a une fonction de suppléance, on en avait parlé tout au début, avant qu'il y ait des lois concernant le piratage informatique, il fallait bien que les juges puissent juger ces affaires-là, et donc il s'était basé sur des articles qui réprimaient le vol. Voilà. Et parfois, la jurisprudence va essayer aussi d'adapter petit à petit, la loi ne change pas, mais les mœurs changent, et donc on essaye d'adapter un petit peu les choses. C'est par exemple le fait d'accorder parfois des dommages et intérêts à une concubine, qui n'est ni pacsée, ni mariée, avec personne éventuellement décédée. Voilà. Donc il y a des évolutions, la jurisprudence permet d'éventuelles évolutions, mais surtout permet une certaine sécurité, une certaine sécurité juridique, puisque on suppose que l'affaire pourrait être tranchée à peu près de la même manière qu'une autre affaire de même type. Voilà. Donc c'est pas toujours le cas. Alors la jurisprudence n'est pas une source de droit à strictement parler, on peut supposer que, mais voilà. Mis à part les décisions de la Cour de justice de l'Union européenne et du Conseil constitutionnel, qui sont censées, elles, pour le coup, s'appliquer et être suivies ensuite. Si la CJUE dit par exemple, on l'a vu en amphi la dernière fois, c'est la directive qui doit être appliquée de préférence à telle loi pour telle et telle raison. Toutes les autres affaires de même type, qui auront le même conflit entre la même directive et la même loi, devront suivre la décision de la Cour de justice de l'Union européenne et appliquer la directive. Même chose pour le Conseil constitutionnel, qui considérerait qu'une loi est inconstitutionnelle, elle n'a plus à être appliquée, elle est abrogée. Donc là, on en a parlé lors de la QPC. Pour le coup, c'est une jurisprudence qui va aboutir à la création d'une nouvelle loi. Mais pour toutes les autres juridictions, c'est pas une source de droit à strictement parler, c'est plutôt un indicateur de la façon dont les juges interprètent les lois. Donc l'autre chose à préciser concernant la jurisprudence, c'est la notion de revirement de jurisprudence. Ça signifie que les juges pendant longtemps vont appliquer les lois et les interpréter d'une certaine manière, mais ils peuvent changer d'avis sur leur façon d'interpréter la loi, et du coup ça va changer le sens qui peut lui être donné. On appelle ça un revirement de jurisprudence. Alors un petit exemple là-dessus, concernant l'histoire des transsexuels qui changent de sexe et qui ont fait des demandes devant les tribunaux pour que soit reconnu et porté à l'état civil leur changement de sexe. Donc ils voulaient que le d'homme soit marqué femme ou inversement à l'état civil. Pendant longtemps, les juges,
tous les juges et jusqu'à la Cour de cassation ont refusé en considérant sur le motif du respect de la vie privée et de l'impossibilité de changer l'état des personnes, pardon. C'est pas une question de volonté. On est d'un certain sexe et on le reste pour les juges de cassation. Et puis petit à petit, avec les évolutions sociétales qu'on a pu connaître, ils en sont venus à considérer que finalement, respecter la vie privée des gens, c'était peut-être de leur permettre d'avoir inscrit à l'état civil le sexe auquel ils appartenaient vraiment, et désormais ils ont accepté de reconnaître la possibilité de changer de sexe à l'état civil. Voilà. Ça, c'est un vrai revirement de jurisprudence. Dernier point, la doctrine, c'est l'ensemble des opinions émises par les juristes qui publient leurs écrits, littérature juridique émise sur le droit par ses spécialistes. Donc, doctrine, c'est tous les écrits juridiques qui peuvent paraître pour des personnes, alors par exemple pour les réformes de droit qui essaient d'expliquer les réformes, au code du travail aussi, ça peut être rédigé par des experts comptables, des juristes, voilà, souci de clarté, de rationalisation, d'explication du droit. Ça peut aussi avoir pour objectif de montrer quelles en sont les lacunes. Donc on a pu, par exemple, sur l'évolution des lois sur la liberté d'information et à travers Internet, le droit à l'image, droit d'auteur, etc. L'obsolescence éventuellement du droit sur certaines coutumes liées au mariage, par exemple. Et la doctrine, les juristes peuvent, professeurs, magistrats, avocats, etc., peuvent aussi, dans leurs écrits, parfois proposer des réformes. Exemple, la commission Wedel en 92, présidée par le doyen Wedel, qui avait proposé la possibilité d'une saisine du Conseil constitutionnel par les citoyens, qui a donné lieu à 20 ans plus tard, 30 ans même presque plus tard, à la création de la QPC, question prioritaire de constitutionnalité qu'on a étudiée préalablement. Alors, synthèse rapide de ce qu'on a vu aujourd'hui sur les normes infraconstitutionnelles. Donc on avait la loi, les décrets, les arrêtés, et en source non écrite du droit, les coutumes, la jurisprudence et pas une réelle source du droit à proprement parler, la doctrine. Ce qui donne une synthèse de tout le chapitre sur la hiérarchie des normes, tout en haut donc la Constitution, suivi des traités internationaux qui doivent être conformes à la Constitution. Dans le cas contraire, il faut une révision de la Constitution avant leur ratification et leur mise en application. Ensuite venaient les autres normes européennes, règlements et directives essentiellement, donc décisions, recommandations, avis, c'est moins important. Venaient ensuite les lois, puis les décrets, les arrêtés, un pouvoir réglementaire, les coutumes et enfin la jurisprudence. Donc là on a la hiérarchie de toutes les normes françaises telles qu'on les a vues. Et donc quand il y a conflit de loi, alors ça dépend, entre loi et règlement on appliquera le règlement, effet direct vertical et horizontal. Entre loi et directive ça dépend entre quel type de personne a lieu le conflit, puisque l'effet direct ne peut être que vertical. Voilà, donc, toutes ces notions-là de conflit de loi, on respecte la hiérarchie, mais il y a quelques petites exceptions qu'il faut garder à l'esprit. Mais sinon, sur le principe, chaque loi est subordonnée aux règles qui lui sont supérieures. Donc vous pouvez aller réaliser le QCM, le dernier, QCM numéro 11. Donc la prochaine séance, ce sera la dernière, elle sera consacrée à un devoir sur table, où il y aura quelques questions de cours sous forme de QCM, mais surtout un cas pratique, du type de ce qu'on aura fait en amphi, où vous aurez besoin aussi de tout ce qu'on a vu en TD sur l'analyse d'une décision juridique. Voilà. Donc des questions, analyse de décision sous forme de cas pratique. Voilà, bon courage.